Bonjour à tous, je me présente, je suis Cécile Vivant, je suis salariée Proxiat depuis 1 an. Mais avant ça, j'ai eu plus de 20 ans d'expérience dans divers projets informatiques, pour la plupart en cycle en V ou du moins avec une approche classique. Et il y a 1 an, lorsque j'ai été embauchée chez Proxiat, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une équipe chez Orange, une équipe Scrum. Alors, j'y connaissais rien du tout en agilité. Donc, avant de commencer, j'ai fait une petite formation de 3 jours. Et puis, j'ai intégré cette équipe et j'ai découvert le monde de l'agilité et de Scrum et ça a été une grande claque pour moi. Et donc, j'ai souhaité m'y intéresser un peu plus. Et puis, j'ai utilisé tout mon compte personnel de formation pour faire une grosse formation en 70 heures avec à la clé 2 certifications. Et donc aujourd'hui, dans cette présentation, je voudrais vous faire un peu partager ma découverte de l'agilité de Scrum et mon ressenti de tout ça. Ça va être assez personnel et essayer de vous partager tout ce qui est important pour moi dans l'agilité. Alors pour commencer, donc je vous présente rapidement comment va se dérouler cette présentation. Il y aura une première partie sur Scrum, l'agilité. Est-ce que c'est la même chose? C'est souvent une réflexion qu'on entend, c'est un peu une idée reçue. Une deuxième partie qui va détailler les valeurs qui sont au cœur de Scrum. Une troisième partie où je vous expliquerai quel est le fonctionnement d'une équipe Scrum, le déroulement d'un cycle de développement, les différents rôles dans l'équipe. Une quatrième toute petite partie qui est assez personnelle et qui est qu'est-ce qui fait que ça marche? Pour moi, à mon sens, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Scrum? Et puis enfin, une cinquième partie où je vous présenterai un peu plus en avant la formation que j'ai pu faire et les certifications, comment ça se passe. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Scrum, l'agilité, c'est pareil? Eh bien non, pas du tout. Vraiment pas. Agile, ce n'est pas une méthode de gestion de projet. Agile, c'est d'abord un état d'esprit. C'est une façon de penser. Alors, Agile, ça va se concrétiser par 4 valeurs qui sont publiées dans un manifeste et par 12 principes sous-jacents. Et Scrum, par contre, lui, c'est un cadre de travail. Scrum, c'est le Scrum Guide, c'est un petit document de 21 pages qui décrit le cadre de travail dans lequel on va pouvoir appliquer l'agilité. Alors, Scrum s'appuie sur 3 piliers, 5 valeurs, sur une équipe qui comprend 3 rôles, sur un cycle de développement qui contient 5 événements qu'on ne peut pas ne pas faire, et 3 artefacts, 3 objets. C'est un peu abstrait comme notion, mais 3 objets qui vont nous aider à construire le produit. Alors, l'agilité. Donc, l'agilité se base sur un manifeste qui a été écrit en 2001 par 17 experts en développement informatique. Leur but, c'était de proposer des bonnes pratiques parce qu'ils jugeaient que les pratiques de l'époque n'étaient pas adaptées du tout aux contraintes des nouvelles organisations qui étaient en évolution rapide. Alors, ce texte, comme vous le voyez, c'est 4 phrases. 4 phrases qui sont divisées en 2 parties distinctes, séparées par la locution « plus que ». Ces 2 petits mots, ils ne veulent pas dire que la deuxième partie, on la néglige complètement, mais qu'il faut vraiment donner la priorité à la première partie. Alors, on va décortiquer ces 4 phrases ensemble. La première, donc les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. En fait, c'est simplement qu'on doit faire l'effort tout le temps sur la façon dont les personnes travaillent ensemble. On va s'attacher à avoir le plus possible de relations face à face, à avoir un cadre de travail collaboratif, à avoir du respect entre les personnes de l'équipe et puis à créer une émulation entre les gens. Alors, plus que les processus et les outils, il y en a aussi, mais ce n'est vraiment pas à ça qu'il faut donner la priorité. La deuxième phrase, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Alors, la documentation, il en faut, toujours un peu, assez succincte et généraliste, mais quand on intègre une nouvelle personne dans l'équipe, le mieux pour elle, c'est quand même de lui expliquer de vive voix plutôt que de lui donner un pavé énorme de documentation à lire.
Et donc, les logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, c'est parce que le logiciel opérationnel, donc qui fonctionne, qui marche, est la mesure principale de l'avancement du projet. Et donc, on doit faire l'effort sur la production d'éléments terminés, d'éléments qui fonctionnent. On doit livrer régulièrement et limiter au maximum le travail en cours. La troisième phrase, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. On doit créer un cadre collaboratif avec le client. Alors ça, c'est hyper important. Il faut vraiment intégrer le client, le demandeur, à l'équipe. Faire de lui un allié, un acteur même actif dans le projet. Ça va limiter naturellement les écarts et les incompréhensions. Si on travaille avec lui régulièrement et qu'on lui pose des questions au fur et à mesure, forcément, le produit fini, à la fin, sera conforme, beaucoup plus conforme à ce qu'il avait imaginé au début, puisqu'on va le co-construire avec lui. Et enfin, la quatrième phrase, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. C'est une valeur qui est importante aussi, c'est recevoir le changement de façon positive. On va accompagner les évolutions et les modifications du besoin. Et en fait, la réussite du projet, naturellement, repose sur son alignement avec le besoin. Donc, j'ai retenu quatre mots, expressions qui résument ce manifeste. Ce qui est important, c'est d'abord l'équipe, puis l'application, le produit qu'on va livrer, qui va fonctionner, la collaboration entre les gens et l'acceptation du changement. Alors, ce manifeste, il a été un petit peu détaillé et décliné en 12 principes sous-jacents. Ces 12 principes, je les ai écrits ici en bref résumé, mais on va les détailler ensemble. En fait, ils sont écrits aussi. Alors, je peux vous lire les phrases qui correspondent à chaque fois. Le premier principe, c'est satisfaire le client. Alors, la phrase, c'est exactement « Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée ». Cette phrase, elle rejoint ce qu'on a vu dans le manifeste, c'est qu'on va livrer rapidement, régulièrement. Et ainsi, le client sera satisfait parce qu'il va pouvoir constater au fur et à mesure qu'on travaille pour lui, que ce qu'on fait, ça lui convient. Si ça ne lui convient pas, il le dira. Et il va être impliqué dans la construction. Et forcément, il sera content puisqu'il n'aura pas besoin d'attendre des mois, voire des années avant de voir un produit fini. Le deuxième principe, c'est accueillir le changement. Accueillir positivement les changements de besoin, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Mais encore une fois, ce changement, le client va s'exprimer sur ce qu'on va lui montrer, ce qu'on va lui livrer régulièrement. Il va pouvoir donner les points forts et les points faibles de ce qu'on lui livre. Ça va vraiment avec la satisfaction aussi. Et puis avec le troisième principe qui est livrer fréquemment. On va livrer fréquemment un logiciel opérationnel. Alors, fréquemment, c'est sur des cycles de quelques mois, quelques semaines à quelques mois, en privilégiant le plus court possible. Le quatrième principe, c'est la collaboration. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Donc, encore une fois, les utilisateurs, le client, les développeurs, les concepteurs, tout le monde doit travailler tous ensemble et puis essayer de prendre les décisions et d'accueillir les changements tous ensemble. Le quatrième principe est hyper important aussi, motiver les équipes. Il faut réaliser les projets avec des personnes motivées, leur fournir l'environnement et le soutien dont ils ont besoin, et puis leur faire confiance pour atteindre les objectifs fixés. La confiance, c'est quelque chose qui est fondamental. Si on parle aux gens et qu'on les considère comme des enfants de maternelle à qui il faut dire tout ce qu'ils doivent faire, et bien forcément, on se retrouve dans une cour de maternelle où tout se passe n'importe comment et ça part dans tous les sens, et voire même les gens vont cacher le fait qu'ils ne font pas le travail ou qu'ils n'ont pas envie de le faire. Enfin, on va avoir des comportements enfantins si on leur parle comme à des enfants, en fait. Le sixième principe sous-jacent, c'est de privilégier le face-à-face. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face-à-face.
On a tous constaté, surtout avec l'arrivée des grands open space, on ne se parle plus en fait. On s'envoie des messages, on s'envoie des Skype ou des mails, même à son voisin de bureau, parce qu'on ne veut pas faire de bruit. C'est vraiment pas une bonne idée. Le dialogue en face à face, ça permet de mettre le ton. Enfin, dans un mail, même si on met un emoji, on n'aura jamais la même qualité d'échange qu'en face à face. C'est effectivement pas toujours simple et pas toujours facile de dire les choses aux gens avec tact, mais il faut vraiment essayer de le faire. Voilà, je parle d'expérience. J'en suis au 7e principe, mesurer l'avancement. Eh ben, la principale mesure d'avancement, c'est le logiciel opérationnel. Donc, c'est arriver à livrer quelque chose qui fonctionne. Avoir un rythme soutenable. J'aime bien aussi ce principe-là. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Je vous ai lu la phrase telle qu'elle est écrite. Elle est intéressante parce que, moi, ce qui m'a frappé dans cette phrase, c'est le indéfiniment. En fait, on devrait avoir toujours un rythme de travail qui fait qu'on pourrait continuer comme ça toujours. Donc, ni trop peu parce que quand on s'ennuie, ça ne va pas, ni trop parce qu'on risquerait de craquer. Donc, il faut être attentif à ça, à ne pas trop en demander et en même temps qu'il y ait du rythme. Le principe suivant, viser l'excellence technique. Donc, il faut avoir une attention continue toujours à l'excellence technique et à une bonne conception. C'est la qualité de ce qu'on va livrer en découle forcément. Faire simple. Alors ça aussi, c'est un principe auquel je tiens. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Quand on conçoit et qu'on développe, je pense que c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que ce que je fais est utile? Est-ce que ça va vraiment servir? Est-ce que ce n'est pas juste pour faire joli ou juste parce qu'on l'a réfléchi comme ça? Du coup, impliquer tous les acteurs dans la conception, ça va permettre d'avoir ça en tête tout le temps. Et puis, on peut commencer par faire simple, et puis après, s'il faut rajouter des choses, on rajoutera des choses. Mais on s'aperçoit souvent qu'entre ce qu'on a imaginé au tout début et ce qu'on livre à la fin, eh ben, on a éliminé plein de choses qui vraiment étaient inutiles. S'auto-organiser. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Il faut laisser l'autonomie aux gens dans l'équipe pour qu'ils s'organisent tout seuls avec le travail qu'ils ont à faire. Et ça va avec la confiance et la motivation des équipes. Ça se passe très bien en général. Et puis enfin, s'adapter régulièrement. C'est encore une histoire de changement. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Donc, on va faire de l'amélioration continue, toujours se poser la question de est-ce qu'on a été efficace, est-ce qu'on peut l'être plus, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans l'équipe, comment on les règle, et puis on va essayer d'adapter tout ça. Voilà, donc ça pour le moment c'était très théorique, ce sont les 4 valeurs du manifeste et les 12 principes agiles. En fait, l'agilité, c'est ça, c'est du bon sens, c'est que de l'humain, c'est que de la théorie. Ce n'est pas une méthode de gestion de projet. On ne nous dit pas comment s'y prendre et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on va passer à Scrum, du coup. Un peu d'histoire de Scrum. Alors, je vous ai mis en tête du guide Scrum. Donc là, c'est l'édition de novembre 2017. Mais en fait, Scrum, c'est plus vieux que ça. Alors, le mot Scrum, il a été utilisé dès les années 80 dans un article qui a été publié par des professeurs japonais. Et il faisait référence à l'époque à des produits et pas forcément au développement logiciel. Et il proposait déjà une approche itérative en opposition à l'aspect séquentiel de la plupart des projets de développement de produits. Et puis, Scrum, ce mot, il n'a pas été choisi par hasard. C'est une référence au rugby. Scrum, ça veut dire la mêlée en rugby. En fait, on y retrouve des valeurs du rugby, c'est l'effort collaboratif.
l'avancement par petites itérations, et puis les joueurs qui sont pluridisciplinaires, qui peuvent avoir plusieurs postes. Et puis les joueurs de rugby, ils ont aussi pas peur de tomber, ils s'entraident, ils poussent tous dans le même sens vers le même objectif. Et c'est pour ça que cette image, elle a été gardée. Et donc le guide Scrum, il a été écrit là, par ces deux auteurs qu'on voit en photo, Jeff Sutherland et Ken Schwaber. Il a été écrit en 1995 et c'est probablement inspiré des travaux de ses profs japonais. Et en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'on dit toujours que Scrum, c'est une méthode agile. Et en fait, Scrum, ça date de 1995 et Agile, le manifeste Agile, il a été écrit en 2001. Voilà, j'ai encore pas beaucoup creusé ça, mais voilà. Puis on dit aussi que Lean, c'est une méthode agile et c'est pareil, Lean, ça date des années 50 et ça vient de chez Toyota. Ça pourrait être plutôt que l'agilité est un résumé des différentes méthodes qui avaient déjà émergé. Enfin, je l'interprète comme ça, on va dire. Alors, on va rentrer dans le détail de Scrum. Alors, Scrum, il y a toute une méthodologie, mais il y a aussi des valeurs. Les valeurs qui sont au cœur de Scrum, donc on a d'abord ces 3 piliers: la transparence, l'inspection et l'adaptation. Alors, la transparence, c'est diffuser l'information sans rétention. Il faut diffuser toute l'information qu'on a, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit accessible à tous dans l'équipe. Ça va dans l'équipe et au reste du monde, enfin aux gens qui sont aux parties prenantes, qui sont autour de l'équipe. Et c'est ça qui va donner la confiance. Si tout le monde a le même niveau d'information, tout le monde a confiance dans ce qui se passe. Et l'inspection et l'adaptation, alors ce sont 2 piliers qui vont ensemble. L'inspection, c'est dans le sens où on va essayer de faire des cycles de développement qui vont être courts pour limiter l'écart entre l'attendu et le réalisé. Et du coup, l'équipe de développement va inspecter elle-même ce qu'elle a fait. On va aussi impliquer les utilisateurs, donc les clients, pour qu'ils inspectent au fur et à mesure des cycles de développement ce qui a été fait. Et puis l'équipe qui va s'inspecter elle-même régulièrement en fin de cycle pour essayer de s'améliorer. Et donc de cette inspection va découler l'adaptation. Si on voit des écarts, on va s'adapter rapidement et puis on aura un produit de très très bonne qualité à la fin. Donc les 3 piliers qui doivent soutenir tout le reste. Et les 5 valeurs. Ça fait un peu mantra, mais c'est important de les avoir toujours en tête. L'engagement, c'est les leviers humains. C'est chacun dans l'équipe va faire son maximum pour s'engager. Il va faire son maximum et puis il va y croire en fait. On va donner un objectif à l'équipe en début de projet, mais aussi en début de chaque cycle. Et il faut que tout le monde y croit et se sente capable d'y aller en fait. Le courage, il faut du courage en fait pour tout ça. Il faut du courage pour être transparent, pour oser dire ce qu'on pense tout le temps. Il faut du courage pour s'engager et puis il faut du courage pour oser échouer, oser se tromper et puis parfois recommencer ce qu'on a fait la veille parce qu'on s'est trompé. Le focus, c'est parce qu'on définit des objectifs et que toute l'équipe doit travailler dans la même direction. Et pendant tout le cycle de développement, l'équipe elle doit être concentrée sur cet objectif et aller dans ce sens-là et tout faire pour arriver à l'objectif à la fin du cycle. L'ouverture, on va essayer de visualiser le travail, les échéances, on va s'ouvrir aux problèmes pour pouvoir en parler tous ensemble. Le respect des personnes. Et aussi, un truc qui est important que je ne détaillerai pas parce que ça serait trop long ensuite, je vais vous expliquer tout à l'heure que dans le cycle, il y a des réunions qui sont importantes et qui ont des durées très limitées qui sont définies dans le guide Scrum. Et en fait, on s'engage à respecter ces durées de réunion. Et alors ça, c'est aussi quelque chose qui a été complètement nouveau pour moi. Respecter la durée de la réunion. La réunion dure 1 heure, on s'arrête au bout d'1 heure. Ça a l'air un peu brutal, mais en fait, c'est vraiment bien et ça fonctionne bien. Et donc, ces 5 valeurs de Scrum, si on les lit dans l'ordre, focus, ouverture, respect, courage, engagement, et qu'on ne prend que la première lettre, on a force. Voilà, c'est la force de Scrum.
Bon, Alors, on avait Basile dans le chat qui l'avait trouvé le force, hein, qui pour le avait coup, hein. trouvé force, qui Voilà. connaissait force peut-être. On a une petite question, Cécile. Je me permets de t'interrompre pour une petite question d'un certain Philippe R, de Proxiad a priori, qui demandait si les projets que tu avais réalisés, tu les avais fait en mode régie ou en mode forfait. Et il demande si c'est au forfait, quelle est des meilleures méthodes selon toi pour gérer les contraintes liées à ce mode projet, notamment le nombre Waouh. de jours définis par rapport à un périmètre fonctionnel initial, Non, mais sans là, je déborder suis. la charge prévue notamment. Ouf. Alors, pas de souci. Philippe, ce que je te propose, parce que la question, du coup, elle nécessite, je pense, qu'on s'attarde un petit peu dessus. On en parle en fin de présentation. J'ai pas mal d'éléments de réponse à te donner là-dessus, si tu veux. J'ai eu l'occasion d'expérimenter alors du côté commercial, mais du coup, je pense que c'est ça qui t'intéresse au niveau des indicateurs et des échanges avec les clients. On pourra en parler, si tu veux, en fin de présentation. Je peux juste répondre au début de la question. Aujourd'hui, je suis dans une équipe Scrum chez Orange. Je suis en régie. Et voilà, on est toute une équipe avec on est mélangé des internes Orange et des prestataires de différentes sociétés. Puis, je laisserai Vincent répondre plus en fin Ouais, on de verra ça à la fin. On va présentation. te laisser poursuivre. Merci, Cécile. Alors, on va rentrer plus dans le vif du sujet, comment ça fonctionne, une équipe Scrum, avec les événements et le fameux cycle de développement. Alors, j'ai volontairement essayé de franciser tous les mots pour me mettre au niveau des gens qui ne connaîtraient pas du tout. Et quand on ne connaît pas les mots anglais, ils ne parlent pas. Un cycle de développement, on appelle ça un sprint. Ça dure 2 à 4 semaines. Moi, aujourd'hui, je suis dans une équipe où les sprints durent 3 semaines. C'est volontairement court. Et normalement, en fin de sprint, on doit arriver à livrer quelque chose qui fonctionne. Après, on ne fait pas des mises en prod à chaque sprint, forcément. On essaye, mais ça serait l'idéal, en fait. Donc, un sprint, ça commence par une réunion de planification qu'on appelle le sprint planning. Alors, le but de cette réunion, ça va être de définir l'objectif du sprint et puis de définir quel va être le travail à faire pour atteindre cet objectif. Le travail à effectuer, ça sera les éléments. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est l'équipe tout entière, tous ensemble réunis, on va sélectionner les éléments qu'on va pouvoir développer pendant le sprint. Les 2 autres réunions importantes dans le cycle de développement, elles arrivent tout à la fin. Donc, on a ce qu'on appelle la revue, qui va être le moment où on va pouvoir présenter le travail réalisé pendant les semaines du sprint. Toutes les parties prenantes sont invitées. Donc, les parties prenantes, ce sont les clients, les utilisateurs, le marketing, tous les gens que ça peut intéresser même. Voilà, on les invite. Éventuellement, on leur fait une démonstration s'il y a quelque chose à montrer. Du moins, on leur explique ce qu'on a fait. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on va récolter du feedback, du ressenti, et qui va pouvoir conditionner la suite. On va leur demander ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont comme remarques, qu'ils veulent voir améliorer, ce qui ne leur va pas, qu'ils voudraient changer. Et la réunion suivante, qui a lieu juste après, s'appelle la rétrospective. Là, c'est interne à l'équipe. L'équipe va s'inspecter et créer un plan d'amélioration. On se pose la question, alors il y a plein de formes de rétrospectives différentes, on essaye de faire des choses un peu ludiques en général, pour que les gens arrivent à s'exprimer librement. On va se poser des questions sur les personnes, les relations, les processus, les outils, sur le déroulement du sprint. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qu'on voudrait voir changer? Qu'est-ce qu'on voudrait garder? Et ça permet de faire une liste d'actions concrètes qu'on pourra mettre ensuite en complément de la planification. Quand on va planifier la liste des éléments à développer pendant le sprint, on va ajouter aussi quelques améliorations qui auront été établies pendant la rétrospective. En général, dans mon équipe, on arrive à faire ces 3 réunions le même jour. On fait la revue le matin à 10 h, on fait la rétrospective à 11 h et la planification l'après-midi. Et ça s'appelle le jour des cérémonies. Ce sont les cérémonies agiles. Voilà, c'est à la fois la fin du sprint précédent et le début du sprint suivant. Il n'y a pas de temps entre 2 sprints, ça s'enchaîne.
Et puis ensuite, tous les jours, j'en ai fait que 5 points, mais tous les jours, on a les mêlées quotidiennes ou daily Scrum. La mêlée quotidienne, c'est une toute petite réunion qui dure 15 minutes. On fait tous les matins. L'équipe de dev et les autres membres de l'équipe s'ils veulent. L'idée, c'est mettre de la cohérence et de la confiance. En fait, chacun prend la parole à son tour et dit ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a l'intention de faire le jour même, et puis quelles difficultés il a rencontrées. Alors, l'idée, c'est pas de résoudre les problèmes rencontrés pendant cette réunion, mais plutôt d'informer les autres qu'on a rencontré un problème et puis une difficulté, et voir si quelqu'un peut venir donner un coup de main ou à la réponse rapidement. Voilà, ça permet d'avoir tous, c'est en rapport avec le pilier transparence, ça permet d'avoir tous le même niveau d'information. Et alors, ce qui est important là-dedans, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la notion de feedback, du ressenti. Donc, la revue qu'on fait avec toutes les parties prenantes nous donne un feedback qui va être un point de départ pour la rétrospective, parce qu'on va se poser la question de comment on a construit le produit et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, ça va être aussi le point de départ de la planification suivante, puisque c'est à ce moment-là que le client va pouvoir nous dire s'il faut qu'on corrige les choses ou si on continue comme on était lancé. Cécile, je me permets de t'interrompre une seconde. Il y a Basile qui nous demande effectivement dans ton exemple, tu parlais de 10 heures la review, 11 heures la rétro, etc. Ça concernait un sprint de combien de temps en l'occurrence? Tu parlais de 2 à 4 semaines, mais 3 semaines, voilà, ouais. pile au milieu. On est sur des sprints de 3 semaines. Voilà, j'espère que ça répond. Oui, alors dans le guide Scrum, les durées de ces réunions sont indiquées, mais elles sont beaucoup plus grosses que ça en fait. Oui, on a Bruno qui nous indique normalement on dit 8 heures pour un sprint de 4 semaines. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la planification, je rentre un peu dans les détails du fonctionnement de notre équipe, nous, on l'a découpée, c'est-à-dire que tous les lundis, on fait 2 fois 1 heure de réunion où on va examiner les éléments qu'on doit traiter avec toute l'équipe de dev. On va les lire, les chiffrer, enfin, ils vont poser les questions et les chiffrer. Donc, tout ça, en fait, ça pourrait être fait en planification. Ce qui fait qu'on étale la planification sur toute la durée du sprint. Au moins, toute l'analyse des éléments qui vont être à développer, elle est déjà faite. Et en planification, on n'a plus qu'à ordonner et à choisir les éléments qu'on va développer pendant le sprint. Ça permet d'avoir des réunions moins lourdes et moins longues. Et même ce qu'on appelle l'affinage du lundi, on l'a même découpé en 2. Donc, on fait 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Vous êtes encore plus agile que Scrum finalement. C'est de l'agilité sur l'agilité. Peut-être. Ok, on te laisse continuer. Alors, je reprends avec mon feedback. Alors, la planification, elle va donner du feedback pour toute la durée du sprint. Donc, pour chaque daily, tous les jours, on va s'ajuster en fonction de ça. Et puis, tout ce qu'on dit tous les jours du sprint, ça va avoir une influence sur la revue. On va s'ajuster jusqu'au moment de la revue. Et puis enfin, la rétrospective qui est à elle toute seule un énorme moment formel de collecte de feedback pour l'amélioration du fonctionnement de l'équipe. Parce que c'est un moment où vraiment on cherche à encore faire mieux. Toujours. Donc ça, c'était le déroulement du cycle de développement. Alors, j'ai commencé à lâcher des petits trucs avant. Souvent, on fait des présentations Scrum dans l'autre sens. On présente d'abord les rôles, puis le déroulement. Volontairement, je l'ai fait dans l'autre sens parce que les rôles ont leur importance. C'est l'organisation de l'équipe en elle-même. Mais je pense que le déroulement du cycle, pour moi, c'est ça qui compte en fait. C'est comment on s'organise pour arriver à faire quelque chose de bien à la fin et d'encore mieux le coup d'après. Et comme ça, sans cesse. Et donc, alors... Dans un projet, on a 3 pans, 3 dimensions. Et la première dimension du projet, ça va être le produit, défini par le marketing. Souvent, le produit, c'est le quoi, qu'est-ce qu'on veut construire à la fin, qu'est-ce qu'on veut fabriquer. Le deuxième pan du projet, c'est la technique. C'est comment on va mettre en œuvre ce truc-là, comment on va le fabriquer, avec quoi, quelles vont être les expertises, quelles sont les technologies dont on a besoin. Et le troisième pan, c'est l'organisation.
les manières de travailler, les process, parce qu'il y en a quand même, et puis l'amélioration continue. Et en fait, si on arrive à avoir ces trois pans équilibrés, quand on est bien au milieu, eh ben, c'est là qu'on construit, construit efficacement le produit. Et Scrum nous permet d'avoir les trois. Et en fait, pour avoir les trois dans l'équipe Scrum, eh ben, on a trois rôles bien définis dans l'équipe. Le premier rôle, c'est le Product Owner, donc le propriétaire du produit. Lui, il va donner la vision du produit, il s'assure qu'on avance tous dans la même direction. Il va récupérer les expressions de besoin du client. Il va insuffler la dimension marketing et il s'assure que ce qu'on produit a vraiment de la valeur pour le client. Il va prioriser et alors il va être propriétaire d'une chose qu'on appelle le backlog produit. Le backlog produit, c'est la liste, c'est l'expression de besoin. En fait. C'est la liste des besoins fonctionnels. En général, c'est lui qui écrit les éléments qui sont dans ce backlog produit. Ces éléments, ça s'appelle des user stories. Donc, c'est des histoires. En fait, quand il écrit ces histoires-là, il se place vraiment dans la peau de l'utilisateur. Et c'est écrit en français, en fait. On ne s'occupe pas de la solution, on ne s'occupe pas de la technique. On écrit les choses telles que le client les demande en racontant une histoire. Il a vraiment, le product owner, il n'a pas la vision sur la technique, en fait. Ce n'est pas son rôle. Le deuxième rôle dans l'équipe, c'est l'équipe de réalisation, la dev team. Donc, c'est elle qui a l'expertise, c'est elle qui réalise, qui fabrique. C'est elle qui est garante de la qualité de ce qu'on va fabriquer. Ça regroupe toutes les personnes qui vont mettre la main à la pâte. Il peut y avoir des designers, des testeurs, des développeurs. Elle est auto-organisée, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont les éléments qu'ils doivent fabriquer, ils s'organisent comme ils veulent pour les fabriquer. Et dans la théorie, l'équipe de réalisation, c'est 3 à 9 personnes. Et puis enfin, sur le pan organisation, on a le Scrum Master. Alors lui, il a un rôle qui est assez nébuleux pour les gens qui n'ont jamais pratiqué. C'est le facilitateur protecteur. Il va accompagner l'équipe et le product owner. Il est au service de l'équipe. En fait, il est le gardien de la méthodologie, il est le gardien de l'agilité, de Scrum. C'est lui qui va toujours être derrière nous pour vérifier qu'on a les bonnes pratiques. Il travaille sur les process, il travaille sur l'amélioration continue, il travaille sur la prise de recul. C'est lui qui anime la plupart des réunions. Il est le gardien du temps aussi. Il est là, il a un rôle aussi un peu psychologique, un peu d'assistante sociale parfois quand il y a des choses qui se passent mal dans les équipes, parce qu'il faut qu'il soit à l'écoute des gens, qu'il essaye de désamorcer les conflits, déjà qu'il arrive à voir qu'il y a des choses qui se passent mal entre les gens. Et il a un rôle qui est hyper important dans l'équipe, mais qui n'est pas facile à mettre à voir de façon tangible. En fait, il ne va rien produire, lui. Il ne va pas écrire des user stories ou faire du programme. Il ne produit rien, en fait. Mais il faut qu'il soit là. Franchement, il faut qu'il soit là. Voilà pour l'organisation de l'équipe. Alors, les fameux 3 artefacts. Alors, je vous en ai déjà un peu parlé. Le product backlog, donc ça, c'est le point d'entrée du projet. L'expression de besoin découpée en user story que le product owner aura écrite. Donc, c'est des éléments assez grosse maille quand même normalement, sans considération technique. Et c'est dans le product backlog, c'est priorisé à la valeur. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en premier ce qui a le plus de valeur pour le client. En fait, ça permet d'avoir un produit qu'on va livrer en itération et qui va rapidement répondre à la plupart des besoins du client, en fait. Oui, voilà, donc le product owner en est l'unique propriétaire. Le sprint backlog. Alors, en fait, le product backlog, il va arriver en entrée de la planification.
Et quand on aura tout décortiqué avec toute l'équipe, on produit le sprint backlog. Et donc ça, c'est la liste de courses. C'est ce que les développeurs, l'équipe de dev aura à faire pendant les 3-4 semaines du sprint. C'est l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés pendant la planification. Et dans le sprint backlog, en plus, ces éléments vont être éventuellement découpés en tâches par l'équipe de dev, qui va du coup, des tâches qui vont être plus techniques. C'est là qu'ils vont pouvoir ajouter des éléments sur la base de données, sur la communication avec le partenaire, des choses que le product owner n'a pas forcément en visibilité. Donc, de cet élément-là, le sprint backlog, c'est l'entrée du sprint. Et à la fin du sprint, on obtient un incrément. Donc, l'incrément, c'est les éléments finis qui ont été terminés pendant le sprint, qui sont potentiellement livrables et qu'on a cumulés aux incréments des sprints précédents. Donc, à chaque sprint, à chaque fois, à chaque cycle, on rajoute des choses à ce qu'on avait déjà fabriqué sur les sprints précédents. Voilà, je vous ai fait un aperçu, un résumé rapide, en essayant d'aller pas trop dans les détails. Et puis voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche? Moi, c'était une interrogation parce que, pour tout vous dire, je sortais d'une mission d'un projet pur cycle en V qui fonctionnait super bien, qui était plus de la maintenance que du projet. Et je me disais, mais l'agilité, ça sert à quoi? C'est de la foutaise, c'est du blabla, bref. Et puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait super bien aussi. Et alors, en cherchant un peu qu'est-ce qui fait la différence entre il y en a plein des différences entre un projet cycle en V et un projet en agilité. Mais je pense que un des éléments les plus importants pour moi, c'est l'humain. Et c'est la place qu'on donne à l'humain dans ce projet. Et la place qu'on donne aux gens, l'écoute, le respect qu'on a pour eux et cette manière de travailler de manière collaborative. Et en fait, je me dis que quel que soit le mode de gestion de projet qu'on choisit, et ben, si on prend l'humain en compte, je pense que ça peut améliorer grandement les choses. Tenir compte des gens et puis chercher à s'améliorer tout le temps. Voilà, c'est une super valeur pour moi. Enfin, voilà, c'était ma grande découverte de l'année. Et puis enfin, ben voilà, les certifications en expérience. Alors, donc je vais expliquer, j'ai fait cette formation en e-learning avec un prestataire qui est partenaire de Proxiad. J'ai fait une formation qui était établie pour 70 heures normalement. Donc c'était en e-learning avec des cours à suivre, de l'écrit, des vidéos, avec un tuteur de formation avec qui j'avais rendez-vous toutes les semaines. On a discuté 3/4 d'heure, 1 heure toutes les semaines. Donc, c'était sur les questions que j'avais par rapport aux choses que j'avais lues ou vues pendant la semaine d'avant. Je lui ai pas mal parlé des choses qui se passaient dans mon équipe parce que comme j'étais déjà en poste, j'avais un retour d'expérience et je me posais plein de questions. Et puis, j'ai eu aussi un projet à rendre avec… j'étais en situation, j'étais product owner d'un projet où on devait… d'une plateforme d'e-learning. On voulait refondre une plateforme d'e-learning. Donc, j'avais des user stories à écrire et à prioriser. Voilà, donc j'ai dû rendre ce projet. Et puis, à la fin… j'ai passé les certifications. Alors, pour chaque certification que j'ai passée, j'ai fait 3 examens blancs en situation de la même manière, c'est-à-dire en 1 heure, avec 80 questions en anglais et une exigence de 85% de bonnes réponses. Alors, le guide Scrum, il est gratuit. Les certifications, elles sont payantes. À titre indicatif, la certification de Product Owner, elle vaut 200 $ et la certification de Scrum Master, elle en vaut 150. Tout le monde peut passer ces certifications même sans préparation, sans avoir suivi une formation dédiée à ça, puisque le guide Scrum, il est gratuit et qu'on peut le télécharger en français, en anglais. Mais
Mais je trouve que c'est quand même un examen qui est difficile et que sans préparation, c'est risqué. C'est juste le risque de perdre 200 $. Voilà. La préparation, elle est vraiment importante. Et on a coutume de dire que Scrum, c'est un framework qui est facile à comprendre, mais difficile à appliquer, qui est complexe à mettre en œuvre. Et en fait, la certification, bon, c'est du bachotage, mais il faut quand même avoir bien compris tous les principes parce que les questions sont souvent tordues, avec des doubles négations en anglais, avec des points de détail sur des choses qui sont dans le guide écrit en tout petit. Voilà. Mais c'est une bonne chose et je pense que c'est un bon point de départ. Ça permet d'avoir bien toute la théorie en tête, en fait, de bien la connaître. Voilà, moi j'en ai terminé, je crois. Eh ben, merci beaucoup, Cécile. Merci, c'était super sympa. Alors, il y a eu un petit débat. Il y a des collègues, des gens du public qui ont un petit peu enrichi tout ça. On a parlé dans le chat du rôle du Scrum Master. Je posais la question en public, que pensait-il de ce rôle de préserver l'équipe qui est très important. Donc, on a eu pas mal de réponses intéressantes de tout le monde. Merci à tous pour votre participation. On va peut-être revenir sur la question de Philippe, qui nous demandait effectivement, qui se posait des questions sur la mise en place de l'agilité de Scrum dans des contrats de type au forfait, dans des projets à réalisation à engagement de résultats. C'était bien ça, Philippe? Alors, on a Sarah qui te remercie en entendant Cécile qui dit que c'était très clair, même pour des novices. Mamadou aussi qui te félicite. Merci. Vincent? Oui, Philippe. Oui. Ah, bah, tu as réussi à rétablir ton micro, formidable. Voilà, je suis fort. Voilà, tout arrive. Merci, Cécile, en fait, pour l'exposé. Ouais, donc, moi, j'avais juste une petite question par rapport au forfait. Enfin, on en a déjà discuté avec Seb à Rouen. C'est qu'en fait, la difficulté quand on ne positionne pas cette méthodologie en fait en tout début de projet, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire je vais attribuer tant de points à une fonctionnalité, donc du coup, le forfait, tu vois, tu peux le décliner en sous-ensemble que tu vas après positionner en sprint. Quand tu as vraiment un truc type projet en V où tu sais, tu as des fonctionnalités, tu ne parles pas du tout d'agile, et puis qu'après, en fait, tu commences le projet, tu te rends compte, comme ce que tu évoquais, Cécile, que comme en fait, le besoin évolue très vite, en fait, on revoit entre guillemets pratiquement la globalité du besoin initial. Comment on peut bien gérer cet aspect je refais pratiquement le projet en termes de périmètre et en définissant justement soit des nombres de jours ou je sais pas des points par fonctionnalité. Voilà, justement, tu vas sur ça. Si je comprends bien, la problématique, c'est tu vois l'impression de perdre un peu la maîtrise en se disant, dans un cycle en V traditionnel au forfait, je vais avoir mes coûts, mes délais, mon périmètre fonctionnel, tout est bien normé. Et avec l'agilité, finalement, ça va être le bazar. Comment je sais si je vais respecter mes délais et mes coûts? C'est bien ça? Oui, sur la partie délai, je pense pas qu'il y ait une inquiétude particulière là-dessus, parce que ça, justement, c'est très bien normé. C'est simplement une fonctionnalité qu'on n'a pas identifiée au début. Si après on te dit, en fait, il faut que carrément tu rajoutes un module supplémentaire, toi, tu as prévu 100 jours, et tu te rends compte que ça, en fait, c'est déjà 150 jours Et juste pour ce module-là. Tu vois, c'est ça, en fait. Voilà. Justement, l'idée, c'est de pouvoir co-construire ce projet. J'ai déjà eu l'expérience d'en faire avec un client dans une vie antérieure. L'idée, c'est de co-construire et de co-chiffrer. C'est-à-dire qu'au départ, on va définir un backlog, on va estimer les user stories par point de complexité, et on va se mettre d'accord sur une valeur de point de complexité. Et ensuite, le client, il faut lui faire comprendre qu'il va parfaitement maîtriser, au contraire, ses coûts et ses délais, puisque c'est lui qui va décider. Il veut changer quelque chose, il veut rajouter quelque chose, très bien. On va vers une évaluation, on n'a pas un chiffrage, une évaluation en nombre de points de complexité. On va lui dire, voilà, ça représente tant de points de complexité. Donc, soit vous allez rajouter au bout, si vous voulez quelque chose en plus, soit si vous voulez, vous retirez n'importe quoi d'autre sur quoi on n'a pas encore travaillé, qui est dans le backlog et qui fait autant de points de complexité. Comme vous voulez. Et c'est le client qui va continuer à piloter. S'il veut rallonger parce qu'il se dit finalement, c'est vrai, sur son besoin, ce serait pas mal et qu'il arrive à convaincre chez lui, il peut rallonger. Si par contre, il n'a pas de rallonge budgétaire, il va faire des choix.
il va supprimer une autre fonctionnalité, se passer de choses qu'il avait prévues au départ, mais qui ont du coup peut-être plus d'utilité. Et ça va lui permettre de rester et de garder. C'est lui qui a la main, contrairement parfois à ce qu'on peut avoir certaines dérives dans certains projets au forfait, où on va avoir des avenants qui vont être faits. Ah bah désolé, en fait, on n'avait pas vu ça, mais c'est vrai que ça prend plus longtemps. Où le client peut avoir l'impression d'avoir mis le doigt dans un engrenage et d'être coincé. Là, au contraire, il peut dire, OK, je choisis, j'assume le fait de ne pas avoir assez circonscrit mon backlog au début. Et donc, du coup, je vais faire des choix ou rallonger. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, mais, oui, non, mais enfin, ce que je vois, c'est quand même très, très dépendant de ton client. S'il est de bonne foi, effectivement, ça peut très bien se alors, passer, mais tu sais, nous, c'est des fois, dépendant de ce qu'on a mis au départ. C'est dépendant de ce qu'on, c'est dépendant Mm, de. Faut effectivement, comme tu l'as dit, mettre des bonnes bases. Tu peux pas mm, démarrer un projet sur un cycle en V, à mon sens, en tout cas dans un engagement contractuel, mm, hein, et derrière le changer de méthodologie au milieu, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais si au départ tout est bien déterminé, mm. qu'il y Ah a oui, non, mais oui. côté donneur d'ordre une équipe ou une personne qui va entre guillemets chiffrer ou évaluer les points de complexité pour chaque tâche, et que Mm. tu as une deuxième équipe ou une deuxième personne du côté prestataire qui va faire le même exercice. Ils se mettent ensemble et effectivement, au départ, on est d'accord sur un backlog qui est censé quand même être assez conséquent. Et s'il y a des choses qui se rajoutent, bah pareil, on va se mettre d'accord. Ouais, mais effectivement, enfin, je te rejoins, Vincent. Là, dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, c'est plus facile de le cadrer, mais moi, je pensais plutôt à un forfait où tu n'abordes pas, tu sais, du tout la partie méthodologie, et qu'après, en fonction du contexte, tu te rends compte que, bah, en fait, un cycle en V, là, ça apportera rien parce que ça a trop changé par rapport à ce qui a été défini initialement, et que ton Ah bah client, oui, entre effectivement. Mais guillemets, tu vois, ouais, il faut le dit, bah, penser au départ. C'est vrai que voilà, tu vois. la fois où ça a réussi, où Mm, j'avais réussi à le d'accord. mettre en place, Ouais. c'était effectivement, dès le départ, penser comme ça. Penser comme Et, de l'agile. Et justement, là, quand tout à l'heure je posais la question, j'ai aussi demandé à Seb. Et Seb, je crois, il a évoqué en fait une méthode. Alors, je ne sais pas si c'était toujours là, Seb, mais ça serait peut-être bien justement que tu puisses partager un peu avec nous là, ce que tu avais vu comme type de méthodologie là, sur les aspects forfaitaires. Alors, Sam, il est là. Il peut activer son micro s'il le souhaite. Mais Ça y est, merci en tout il a cas de activé. ta réponse, hein, Vincent. Mais il n'y a pas de souci. Je te recoupe du coup, Philippe, Ouais, je laisse la vas-y, parole à Seb. merci. Vas-y, Oui, Seb, on bonsoir. Du t'écoute. coup, ce que moi j'ai vu, en fait, c'est un contrat agile qui existe, qui a été développé en licence Creative Commons à l'initiative de Xebia, qui était super intéressant parce que lui, il partait en fait d'un principe où on définissait dans le contrat le product backlog et le coût maximum par sprint en fait Ouais. autorisé. La seule problématique chez nous aujourd'hui, c'est qu'à date, on n'a jamais réussi à le mettre en œuvre, puisque nos clients, justement, avaient la sensation qu'a dit Philippe, de ne pas pouvoir maîtriser leur budget comme ils peuvent le faire avec des contrats au forfait réels. Parce que généralement, comme tu l'as très bien dit aussi, Vincent, ils sont sur un périmètre défini avec un budget défini et ils veulent pas forcément voir bouger l'un ou l'autre. Donc, Alors, pour te donner un bref problématique. retour d'expérience là-dessus, sur le résultat, hein, quand j'avais fait ce forfait agile, ça comportait une équipe de développement de 5 personnes. C'était un projet pour une grande banque qui a duré sur 18 mois. Ce projet, on a fait les comptes à la fin. Il leur a coûté 25% de moins que s'ils l'avaient fait réaliser chez eux par rapport à la métrique traditionnelle. La société avait margé 25% de plus que sur des prestations en régie. Et les collaborateurs qui étaient intervenus sur le projet étaient contents parce qu'à l'époque, ils avaient préféré travailler dans les locaux de la société plutôt que dans les locaux du client. Pour un tas de raisons propres à ça. Hein, mais du coup, tu vois, c'est, comme tu le dis, une crainte. Mais cette crainte, elle n'est pas forcément justifiée. Et c'est au prestataire ou à celui qui amène et qui propose la méthodologie d'aller rassurer, d'aller faire de la pédagogie, parce que c'est quelque chose de nouveau. Et justement, aller rassurer des décideurs sur le fait que voilà, vous n'allez pas avoir vos métriques d'habitude, ça c'est sûr. Par contre, vous allez en avoir d'autres. Et on vous rassure, vous avez la maîtrise du coût et des délais, ce qui est souvent, Philippe, mettez de côté la maîtrise des délais, mais souvent pour les donneurs d'ordre, ou en tout cas ceux qui vont signer le contrat, les coûts et les délais, c'est assez important dans les projets au forfait. Et du coup, quand on les rassure là-dessus, si effectivement tout est bien établi au départ, mais ça demande un gros travail de préparation, en tout cas, ça peut bien se passer. Ok. Mais si tu C'est as pour. à l'occasion dans le futur, je serais ravi d'échanger plus longuement avec. Si tu as des projets sur lesquels tu veux qu'on réfléchisse un peu là-dessus, ce sera avec grand plaisir.
On avait Ramzi également qui avait une petite question. Ramzi, tu peux réactiver ton micro si tu le souhaites. Il souhaitait poser une petite question à Cécile. Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous Bonsoir. m'entendez. C'était une On très bonne t'entend, Ramzi. présentation. Merci. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'avais 2 ou 3 questions et je voulais avoir des retours d'expérience de votre côté. Moi, je travaille en agilité Scrum depuis bientôt 1 an. Et je suis plutôt du côté du product owner, donc je travaille en tant qu'AMOA. Et je suis juste à côté de l'équipe, donc le Scrum Master aussi. Franchement, on a un bon Scrum Master qui arrive à bien appliquer la méthodologie et donc qui respectait les fondamentaux. Il y a quand même des problèmes. Déjà, quand par exemple la MOA ne comprend pas bien, donc moi, en fait, j'exprime mal le besoin du client, j'ai mal compris le client, et qu'on le fait, et qu'on le dev et que ça part en mer. Bon, vous allez le dire à tout le monde, bon, vous allez expliquer à tout le monde que vous avez fait une erreur, que vous n'êtes pas bien entendu avec le client, mais j'aimerais bien savoir après ça, après coup, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a des retours des devs qui sont un peu contrariés quand même. Ils n'aiment pas refaire les choses. Je voulais avoir vos retours par rapport à cette ambiance à un moment donné, quand il y a cette erreur ou que le client revient sur quelque chose de fonctionnel et qu'il dit non, moi je veux plus ça comme ça et je veux changer. Et qu'il a, avec un peu de malhonnêteté, enfin, pardon d'utiliser ce terme-là, mais voilà, il dit non, c'était pas une évolution, moi je l'avais demandé, toi tu l'as pas noté, enfin, des choses comme ça. Je voudrais savoir votre retour à vous, comment vous faites pour… En fait, je pense que ça dépend beaucoup des développeurs et comment ils prennent les choses, effectivement. S'ils ont bien adhéré à tout ça et qu'ils sont dans cette optique-là qu'on peut se tromper et que l'erreur, elle peut arriver à tout le monde, là, c'est toi qui t'es trompé parce que tu n'as pas bien compris ce que le client a demandé, mais ça peut être aussi le lendemain, le dev qui s'est trompé parce qu'il n'a pas bien compris ce que tu avais écrit dans la user story. Et ouais, il faut recommencer, quoi. Il faut refaire, il faut corriger, voire même jeter à la poubelle et tout refaire, ça arrive aussi. J'ai peu d'expérience, hein, c'est pareil, je suis dans une équipe depuis moins d'1 an et nous, on a une équipe de dev qui réagit bien. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire quand l'équipe réagit mal, effectivement. Excuse-moi de te couper, tu es product owner aussi, je pense que tu es du côté alors ça, je ne sais pas expliquer, j'ai 2 casquettes en fait. Quand j'ai intégré cette équipe il y a 1 an, j'étais là en tant qu'analyste fonctionnelle, un peu en plus pour donner un coup de main au product owner qui avait du mal à tout faire parce qu'en fait, il avait d'autres activités par ailleurs, il n'était pas là à temps plein. Et puis, suite à mes 2 certifications là en mars, on a un petit peu réorganisé l'équipe. Du coup, je suis proxy PO. Donc, ouais, je reste assistante du product owner et j'écris pas mal de user stories. Et j'ai aussi pris la casquette de backup du Scrum Master parce qu'en fait, notre équipe, elle est sur 2 sites. Il y a une partie de l'équipe en région parisienne et une partie à Lyon. Et le Scrum Master, il est en région parisienne. Donc, j'essaye de faire son relais à Lyon. Et puis, quand il est absent, parce qu'il est aussi Scrum Master d'autres équipes, eh ben, je prends sa place pour animer les réunions et les affinages du lundi et les daily meetings. Voilà, mais j'ai beaucoup de chance parce qu'on a une équipe de dev qui roule, qui est vraiment dans… Je pense que c'est l'équipe de dev idéale, quoi. Cécile, bonjour, c'est Daniel Darmon, l'appareil. Bonjour. Enchanté et merci pour cette présentation. En fait, tu as exactement posé la question que j'allais poser, tu as apporté la réponse, une partie. C'était de savoir comment tu positionnais le groupe, le rôle du proxy product owner, qu'on a vu arriver quelques années après le lancement ou la généralisation de cette méthode, et que selon notre expérience, chez certains clients, ça va être plus des gens qui vont être côté product owner, et selon d'autres réalités de projet, ce seront des gens plus proches des équipes de dev. Donc, comment tu positionnes ce rôle du PPO? Alors, chez nous, en fait, la product owner, clairement, elle n'arrive pas à tout faire. C'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est juste que elle est sollicitée beaucoup par les autres parties prenantes, par le marketing, par la communication, par l'équipe qui s'occupe de la rédaction de nos fiches produits. Enfin, elle est vraiment sollicitée de partout. Son agenda est rempli de réunions
Et pour elle, c'est impossible de trouver le temps d'écrire les user stories correctement pour les devs. Et moi, mon rôle, il est essentiellement là, en fait. Donc, je passe du temps avec elle à voir ce qu'il faut faire et je rédige. Et puis ensuite, j'adapte après les affinages et je réécris quand il y a besoin de réécrire. Et du coup, je réponds aux questions des devs sur ce qui a été rédigé. Et je fais j'aime pas bien ce terme, mais on appelle ça la validation PO. Enfin, voilà, le test final, une fois que tout a été développé, testé par les devs, puis par les qualifs, je refais une passe de test sur les user stories que j'ai écrites. D'accord. Ok, on avait aussi une question de Julien qui voulait intervenir depuis tout à l'heure. Je sais pas, on lui passe devant, effectivement. Julien, je vais te laisser réactiver ton micro. Attends, normalement, tu devrais pouvoir le faire à partir de maintenant. C'est bon. Alors, Julien, on t'entend. Ouais, on t'entend. C'est marrant, on active et il dit qu'on est en sourdine. Bref, ma question donc va à Cécile et accessoirement au Scrum Master parisien dont tu as parlé tout à l'heure, puisque la question va le concerner aussi. Est-ce que tu as l'expérience d'avoir travaillé Scrum avec plusieurs équipes, et donc toi ou ton collègue, et si oui, sur quel framework? Sur plusieurs équipes, avec de l'agilité à l'échelle? Oui. Non, pas du tout. Moi, j'ai ma toute petite expérience dans une seule équipe Scrum toute petite, enfin toute petite, quand même pas mal. Et non, je ne connais pas du tout l'agilité à l'échelle, mais je sais que là, il y a des gens qui seraient plus capables de répondre, il me semble, dans les participants. Non, Mais alors, du coup, ça Julien, va être mon prochain sujet de recherche. Et Julien, du coup, ta question était par rapport à quoi, du coup, l'agile à l'échelle, quelle est, Retour d'expérience sur Scrum à l'échelle, en gros, pour résumer simplement. Ouais, D'accord, Scrum de ok, bah, Scrum, effectivement, Safe, et tout ça, ouais. ça pourrait C'est être un l'objet sujet qui m'intéresse aussi. Mais... Ça pourrait être l'objet d'un prochain Proxy Monday. Effectivement, comme le dit Cécile, on sait que dans le public, il y en a quelques-uns qui se cachent, mais qui s'y connaissent dans ce sujet. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, en tout cas. Ce sera avec grand plaisir. On a également Basile qui posait une question, qui te demandait, Cécile, si tes certifications t'avaient servi dans ton métier et ou si elles t'avaient servi à décrocher de nouvelles missions. Ben, j'espère que ça me servira à décrocher une nouvelle mission dans un an quand je ne pourrai pas rester chez ce client. Ok, et du coup, est-ce que finalement la certification en tant que telle te sert dans ta mission, ou est-ce que c'est dans ton métier, ou est-ce que c'est finalement plutôt le contenu ou la certification? C'est le contenu qui me sert aujourd'hui parce que pendant 3 mois, j'ai travaillé tous ces sujets et je me suis vraiment imprégnée de tout ça. Je pense que si je n'avais pas passé ces certifications, je serais moins au point sur toutes ces choses. J'ai aussi quand même découvert, parce que pour moi, le poste de PO, il se rapproche quand même beaucoup du poste d'analyste fonctionnelle que je pratiquais jusqu'à maintenant, sauf un peu dans les méthodes utilisées, puis dans ce qu'on écrit. Mais j'ai découvert le poste de Scrum Master et je trouve ça très, très riche. Et voilà, je suis assez enthousiasmée par ce poste de Scrum Master. Et j'aimerais bien arriver à faire bifurquer ma carrière un peu, mais ça se jouera, on verra l'année prochaine. La certification en tant que telle, je pense qu'elle peut être utile si je veux, je ne sais pas, changer de société ou chercher à être embauché en fixe chez un client. C'est un truc qui attire l'œil, quoi. Ah non. Ben... ben non, mais non. Mais je pense que c'est quelque chose qui attire l'œil. À profil équivalent, le certifié a peut-être plus de chances que le non certifié. Oui, bien sûr, c'est finalement comme un diplôme. C'est vrai qu'un diplôme, ce n'est pas une garantie d'efficacité, mais c'est une reconnaissance d'un certain parcours finalement. C'est un tampon qui dit oui, cette personne, elle a les compétences, elle peut les avoir sans, mais en tout cas, si elle a ce tampon-là, on sait qu'elle les a. Bah, sauf qu'elle peut avoir la certification sans avoir jamais eu une expérience dans une équipe Scrum. Ah oui, bien sûr, non, mais je ne te parle pas d'expérience, je te parle de compétences théoriques, pour le coup, mais la certification, c'est une reconnaissance de maîtrise de la méthodologie. Les connaissances théoriques de la méthodologie. Comme tu le dis, des fois, des questions à certification sur les toutes petites lignes, j'imagine que leur objectif, c'est aussi de faire en sorte de le donner pas à tous ceux qui l'auront lu en diagonale en 2 jours de pause déjeuner, mais ceux qui, au contraire, s'y seront vraiment plongés, auront compris l'essence et le contenu plutôt que juste l'avoir appris et l'avoir lu. Ouais. Excusez-moi. Oui. J'avais. C'est Ramzi. Ouais. Vas-y, Ramzi, on te laisse. Juste...
c'est pour poser une question. Quand tu te retrouves, aujourd'hui, moi, je me retrouve beaucoup plus proche de l'équipe que du client, qui est le product owner quelque part. Et j'ai cette grosse proximité avec l'équipe. Et parfois, je me sens pas vraiment dans mon poste où je devrais être. Et je voulais savoir, toi, comment est-ce que pour toi, tu te sens plus proche du client ou plus proche de l'équipe? Parce que moi, je suis tiraillé un peu entre les deux, même pour prendre les décisions. Parfois, je vais prendre le côté du client, parfois, je vais aller du côté de l'équipe. Ça dépendra des tensions, ça dépendra aussi de la logique et de la conception, si la remontée elle est bonne ou pas. Et je voudrais savoir, toi, comment tu te comportes face à ça? Comme moi, je suis proxy PO, je suis plus du côté de l'équipe parce qu'en fait, je suis entre l'équipe et le product owner. Et c'est le product owner qui est plus proche du client, effectivement. Moi, je suis plus proche de l'équipe. Ouais. Je voulais revenir sur ce poste de proxy PO. C'est assez décrié dans le monde Scrum parce que c'est un rôle qui n'est pas dans le guide et puis qui est un peu artificiel. Il y a des équipes où ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait quand même une grande confiance entre le PO et le proxy PO. Parce que si le PO exige de relire tout ce que j'écris, ça ne marchera pas. Enfin, clairement, il faut qu'il y ait de la confiance aussi, quoi. Et j'ai de la chance, ça fonctionne à peu près. Donc, on s'en sort, mais je pense que, encore une fois, c'est encore une question d'humain et puis d'entente et de respect entre les gens. La confiance dans les personnes qui travaillent autour de nous, elle est primordiale tout le temps, en fait. Et il faut arriver à la gagner. Après, je trouve pas moi, je trouve cette pression, je la trouve bien. Je trouve ça fait vivre quand même. Moi, je m'éclate pour être honnête dans ce que je fais aujourd'hui. Et moi, je trouve cette pression parce que parfois c'est un peu léger et parfois ça revient et c'est difficile, c'est des périodes. Je trouve c'est assez bien. J'aime bien en fait cette pression derrière du client qui pousse et des devs qui poussent et toi, tu dois essayer de trouver la bonne décision. Rabzi, il y a Bruno qui demande dans le chat quel est ton rôle dans l'équipe. Il demande si tu peux préciser, c'était plutôt Scrum Master, plutôt PO. Non, je suis plutôt PO, ouais, je suis plutôt du côté du Product Owner. Mais je suis quand même très, 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 très proche du Scrum Master et de l'équipe. On est tous dans le même open space. On travaille vraiment, même pour prendre des décisions, parfois on les prend ensemble. C'est après que je vais aller faire mes retours aux clients. Bon, je respecte pas beaucoup mon rôle, mais on trouve que ça marche comme ça. Le client, quand il prend les décisions, malheureusement, il a fait 2 ans et demi de retard. Donc, on a essayé de prendre seul quelques décisions qui, lui, ne trouve même pas d'importance de tout ça, sans dire qu'il n'en parle même pas. Et alors, nous, on prend quelque part la décision à sa place. Parfois, il est content, parfois, il n'est pas content. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, malheureusement, avec notre client. Voilà. Je crois que l'agilité, c'est ça aussi. C'est arriver à trouver le bon fonctionnement de son équipe. Il y a le Scrum Guide et ce qu'il y a dedans. Il y a ce qu'on en fait. Alors, faut pas en prendre que la moitié parce que ça ne marchera pas. Mais un des piliers, c'est l'adaptation. Donc, il faut aussi arriver à adapter les choses pour que ça fonctionne avec les gens qui sont dedans.